Je voudrais juste vous dire un petit mot sur la présence de la philosophie dans cette très belle journée. Je dois vous dire que je suis très impressionné de tous les acteurs qui sont là. Et vous rassurer tout de suite, l'idée n'est pas de vous écraser avec de la philosophie ardue et incompréhensible. Quand Valérie Charolais et toute l'équipe des CAUS sont venus nous trouver en nous disant « nous avons besoin de penser », pour tout vous dire, j'étais surpris parce que ce n'est pas le genre de démarche que nous recevons régulièrement à Philosophie Magazine. Les acteurs semblent avoir le nez sur le guidon et très peu se demander ce qu'ils font. Donc j'étais surpris et encouragé par et intéressé par cette idée d'intégrer la philosophie à une belle journée, à 2 jours, comme c'est le jour que vous allez avoir en compagnie de mon confrère Cyril Poy. Et donc notre idée a été d'introduire, je dirais, à dose homéopathique, rassurez-vous, mais à dose tout de même intelligente, la philosophie dans vos réflexions, avec l'idée de faire des petits décentrements sur des concepts qui vont être au cœur de vos réflexions, sur des transformations de l'espace contemporain sur lesquels des philosophes importants comme Bernard Stiegler ou des géographes comme Philippe Estève qui va l'accompagner aujourd'hui, mais aussi comme Yves Michaud, comme Xavier Pavie, donc des philosophes qui ont le souci de l'espace, de ces métamorphoses, qui ont le souci aussi de s'adresser à un public élargi, qui ont le souci de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, quelles sont les métamorphoses, et je crois qu'ils auront aussi le souci de vous entendre aujourd'hui, de réagir, de penser avec vous. Donc voilà un peu la philosophie ou l'état d'esprit dans lequel nous avons pensé cette introduction de la philosophie. Et pour qu'elle soit homéopathique, mais qu'elle ne soit pas superficielle, nous avons pensé aussi introduire des textes, parce que la philosophie, ce sont d'abord des textes, des très beaux textes. Il faut savoir les dire, ces beaux textes. Et donc, tout au long de la journée, nous avons l'immense privilège d'avoir Daniel Mesguich parmi nous, qui, dès maintenant, va s'adonner à une lecture d'un très beau texte de Hannah Arendt. Daniel Mesguich, vous connaissez l'immense acteur, l'immense metteur en scène des plus grands textes classiques. Depuis 30 ans, il est à la fois acteur, mais aussi professeur de théâtre au Conservatoire national d'art dramatique, où il a le souci de lire des textes et de faire connaître les textes du patrimoine. Nul mieux que lui n'était là pour nous dire les textes, pour les rendre accessibles. Cette parole parfois difficile de la philosophie gagne à être bien lue par des acteurs. Moi, je l'ai entendu une fois pour juste vous dire, ça a allumé en moi l'idée que c'est possible de lire en public de la philosophie. Je ne le savais pas avant, c'est lui qui me l'a fait découvrir. Donc, pour ouvrir un peu de premier moment philosophique, avec donc ce très beau texte de Hannah Arendt, issu de la condition humaine, Human Condition en anglais, qui était traduit par la condition de l'homme moderne, et qui est dédié à la question de l'espace, de la police. Qu'est-ce que c'est que cet espace qui, dit Hannah Arendt, selon le thème de notre journée, inter est entre nous, qui est entre nous. Quel est cet espace qui est entre nous? Daniel, merci. La pluralité humaine, condition fondamentale de l'action et de la parole, a le double caractère de l'égalité et de la distinction. Si les hommes n'étaient pas égaux, ils ne pourraient se comprendre, ni comprendre ceux qui les ont précédés, ni préparer l'avenir et prévoir les besoins de ceux qui viendront après eux. Si les hommes n'étaient pas distincts, chaque être humain, se distinguant de tout autre être présent, passé ou futur, il n'aurait besoin ni de la parole, ni de l'action pour se faire comprendre. Il suffirait de signes et de bruits pour communiquer des désirs et des besoins immédiats et identiques. En agissant et en parlant, les hommes font voir qui ils sont, révèlent activement leurs identités personnelles uniques et font ainsi leur apparition dans le monde humain, alors que leurs identités physiques apparaissent sans la moindre activité dans l'unicité de la forme du corps et du son de la voix. Cette révélation du qui, par opposition au ce que, les qualités, les dons, les talents, les défauts de quelqu'un qu'il peut étaler ou dissimuler, est implicite en tout ce que l'on fait et tout ce que l'on dit. Le qui ne peut se dissimuler que dans le silence total et la parfaite passivité, mais il est presque impossible de le révéler volontairement, comme si l'on possédait ce qui, et que l'on puisse en disposer de la même manière que l'on a des qualités et que l'on en dispose. Au contraire, il est probable que le qui apparaît si nettement, si clairement aux autres, demeure caché à la personne elle-même, comme le daimon de la religion grecque qui accompagne chaque homme tout au long de sa vie, mais se tient toujours derrière lui en regardant par-dessus son épaule, visible seulement aux gens que l'homme rencontre. Cette qualité de révélation de la parole et de l'action
est en évidence lorsque l'on est avec autrui, ni pour ni contre, c'est-à-dire dans l'unité humaine pure et simple. Bien que personne ne sache qui il révèle lorsqu'il se dévoile dans l'acte ou le verbe, il lui faut être prêt à risquer la révélation. Et cela, ni l'auteur de bonnes œuvres qui doit être dépourvu de moi et garder un complet anonymat, ni le criminel qui doit se cacher à autrui, ne peuvent se le permettre. Ce sont des solitaires, l'un étant pour, l'autre contre tous les hommes. Ils restent, par conséquent, en dehors des rapports humains, et politiquement, ce sont des figures marginales qui, d'ordinaire, montent sur la scène de l'histoire aux époques de corruption, de désintégration et de banqueroute politique. En raison de sa tendance inhérente à dévoiler l'agent en même temps que l'acte, l'action veut la lumière éclatante que l'on nommait jadis la gloire, et qui n'est possible que dans le domaine public. L'action et la parole, dirigées vers les humains, ont lieu entre humains, et elles gardent leur pouvoir de révélation de l'agent, même si leur contenu est exclusivement objectif et ne concerne que les affaires du monde d'objets où se meuvent les hommes, qui s'étendent matériellement entre eux et d'où proviennent leurs intérêts du monde, objectifs, spécifiques. Ces intérêts constituent, au sens le plus littéral du mot, quelque chose qui inter-est, qui est entre les gens et par conséquent peut les rapprocher et les lier. La plus grande part de l'action et de la parole concerne cet entre-deux, qui varie avec chaque groupe, en sorte que la plupart des paroles et des actes sont en outre au sujet de quelques réalités objectives du monde, tout en étant révélation de l'agent qui agit et parle. Puisque cette révélation du sujet fait intégralement partie de tous les rapports, même les plus objectifs, l'entre-deux physique du monde est, en même temps que ses intérêts, recouvert et comme surchargé d'un entre-deux tout différent qui est fait d'actes et de paroles et qui doit son origine exclusivement au fait que les hommes agissent et parlent en s'adressant directement les uns aux autres. Cet entre-deux second et subjectif n'est pas tangible, puisqu'il n'y a point d'objets concrets en lesquels il pourrait se solidifier. Le processus de l'action et de la parole ne saurait laisser derrière lui des résultats ni des produits. Mais si intangible qu'il soit, cet entre-deux n'est pas moins réel que le monde d'objets que nous avons visiblement en commun. En nommant cette réalité le réseau des relations humaines, nous en indiquons en quelque sorte l'intangibilité. La police, P-O-L-I-S, proprement dite, n'est pas la cité en sa localisation physique. C'est l'organisation du peuple qui vient de ce que l'on agit et parle ensemble. Et son espace véritable s'étend entre les hommes qui vivent ensemble, dans ce but, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Où que vous alliez, vous serez une police. Cette phrase célèbre n'est pas seulement le mot de passe de la colonisation grecque. Elle exprime la conviction que l'action et la parole créent entre les participants un espace qui peut trouver sa localisation juste, presque n'importe quand et n'importe où. C'est l'espace du paraître au sens le plus large, l'espace où j'apparais aux autres comme les autres m'apparaissent, où les hommes n'existent pas simplement comme d'autres objets vivants ou inanimés, mais font explicitement leur apparition. Cet espace n'existe pas toujours, et bien que tous les hommes soient capables d'agir et de parler, la plupart d'entre eux n'y vivent pas. La réalité du monde est garantie aux hommes par la présence d'autrui, par le fait qu'il apparaît à tous, car ce qui apparaît à tous, c'est cela que nous nommons l'être. Et tout ce qui manque de cette apparence n'a point de réalité. Deux mots de nos intervenants. Bernard Stiger, d'abord, qui va nous faire un petit topo introductif sur la métamorphose de la police aujourd'hui, de l'espace public et des territoires. Vous êtes, Bernard Stiger, un des philosophes majeurs de l'espace philosophique contemporain, directeur de l'Institut de recherche et d'innovation au sein du Centre Georges Pompidou, fondateur aussi de l'association Ars Industrialis. Vous avez le souci de garder le contact au-delà de l'université, de l'académie, du monde universitaire, avec les publics, les pratiques, les métiers, les techniques.
vous êtes très attaché, vous êtes né en 1952, vous avez eu un parcours assez rocambolesque entre la philosophie, le jazz et la politique. Autodidacte, vous avez initié la philosophie en prison avec Jacques Derrida, qui vous a amené à une thèse importante sur la technique, la faute d'Épiméthée. Et votre point sur la technique est de considérer qu'elle est peut-être l'impensée de la philosophie, dans la mesure même où elle est fondamentalement ambivalente. La technique, c'est, dites-vous souvent, un pharmacone au sens grec, c'est-à-dire à la fois un remède à tous nos maux, mais aussi un poison et un remède en même temps, et il faut penser les deux en même temps. Vous avez beaucoup réfléchi à la transformation que le numérique opère dans nos mondes contemporains. La révolution numérique est pour vous à l'égal de ce qui a été l'invention de l'écriture, sans doute pour Socrate, et l'invention de l'imprimerie pour Montaigne, quelque chose qui métamorphose du tout au tout notre accès au savoir et au monde, et qui porte aussi de nombreux dangers, un danger d'une captation de notre attention qui mettrait en péril, en particulier auprès des jeunes, cette capacité d'être attentif au monde. Vous nous en direz sans doute un mot. Et puis pour vous porter, sinon la contradiction, en tout cas la discussion, Philippe Estève, géographe et politiste, vous êtes professeur à sciences politiques à l'école des Ponts et Chaussées et aussi aux arts et métiers, dont beaucoup de... à virer des Ponts et Chaussées, mais aux arts et métiers où de nombreux étudiants m'ont dit tout le talent que vous aviez à faire naître, à rendre concret la question de la ville, la question de l'urbanisme, qui sont des choses parfois très abstraites et dont vous montrez toute la dimension concrète et contemporaine. Vous avez un lien entre vous deux, je m'en suis aperçu, vous avez, il y a de nombreuses années, travaillé ensemble dans un espace de conseil pour l'urbanisme coopératif qui s'appelait TEN, si je me trompe, et vous êtes par ailleurs, Philippe Estève, directeur d'un acronyme assez terrible, de l'IHEDATE, l'Institut, non ce n'est pas une blague, l'Institut des hautes études de développement et d'aménagement des territoires en Europe. Et vous avez deux soucis, m'avez-vous dit, le souci par rapport à la reconfiguration de l'espace aujourd'hui, le souci des échelles, les échelles au-dehors de nous, oui, le global et le local aujourd'hui s'entremêlent, mais aussi les échelles en dedans de nous. Nous sommes à la fois voisins, pairs, consommateurs, citoyens, et ces échelles multiples créent des conflits d'intérêts en nous, et il faut peut-être assumer les contradictions et les conflits que créent ces différences d'échelle aujourd'hui. Et puis un deuxième souci que je trouve très, très important, qui est la question de l'hospitalité. Platon disait que la cité, la police était un espace bigarré, il le disait pour s'en effrayer, la bigarrure de la cité athénienne qui mettait aux prises aussi bien Socrate qu'un marchand et qu'un esclave. Et bien cette bigarrure, nous en faisons une expérience contemporaine démultipliée avec une bigarrure de population, d'usage, de nation, de pratique. Et pour vous, la ville, c'est aussi ce qui fait appel en nous à une capacité d'accueil par rapport à cette bigarrure. Vous en direz certainement un mot. Mais place donc à une première méditation philosophante de Bernard Stiegler, que je remercie très vivement d'ouvrir par la philosophie cette journée. Merci. Je suis très heureux, un peu impressionné, pas très compétent sur ces sujets, donc j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises. Je suis sous le contrôle de mon vieil ami Philippe Estève. Comme l'a dit Jean-Louis Messica, comme l'a redit Jean-Marie Ruan, nous sommes dans un contexte difficile, et même très difficile. Ne nous le cachons pas, parce que la dénégation de la difficulté est souvent une des principales causes de l'aggravation de la difficulté. Nous le savons bien. Daniel Mesguich nous a lu un texte vraiment magnifique, en effet, d'Hannah Arendt, qui a bien connu aussi les temps très très difficiles. La philosophie a partie liée, je dirais, non seulement à la difficulté, mais à l'inquiétude. Bon, c'est une thématique que tout le monde a plus ou moins entendu dire un jour. Enfin, Hegel pose que l'on ne pense que confronté à l'inquiétude. L'inquiétude, aujourd'hui, concerne l'intérêt même, l'inter-essai, l'être entre. Je veux dire que le titre même de notre rencontre, intérêt public, c'est un titre étrange. C'est-à-dire, c'est un titre qui fonctionne sur la base d'un désaccord grammatical. L'intérêt est au singulier et le public est au pluriel. Alors, que veut dire public? Est-ce que c'est le qualificatif d'intérêt? Que signifie cette poétique du désaccord grammatical? Une inquiétude. Une inquiétude et une question et un enjeu. Il faut un intérêt pour des publics.
Ça pose les questions d'échelle dont on reparlera peut-être tout à l'heure avec Philippe Estève. Et ça pose aussi le problème de l'intérêt en tant que tel, si je puis dire l'intérêt pour l'intérêt. Je veux dire par là qu'un des grands problèmes qui se posent à nous aujourd'hui, c'est par exemple que les Français s'intéressent à leur sort. L'intérêt des publics pour leur territoire, par exemple, est-ce quelque chose d'acquis? Est-ce que ça existe encore même? C'est une vaste question. Ces publics formant cette bigarrure dont parlait à l'instant Martin Legros, qu'en effet Platon rejette d'une certaine manière, en tout cas dans la République, puisqu'il y a plusieurs points de vue chez Platon, et cette bigarrure qui relève de la pluralité, la diversité, ou de ce qu'on appelle aussi la multiplicité ou la multitude aujourd'hui dans certains courants de pensée, comme ceux qu'inspire Gilles Deleuze par exemple. Quoi qu'il en soit, que les publics s'intéressent au territoire dans son unicité, et notamment dans le cadre de la réforme territoriale qui est en cours de discussion, c'est ce qui nécessiterait, selon moi, aujourd'hui, et c'était une priorité absolue à mes yeux, un discours sur la territorialisation, sur la déterritorialisation et sur la reterritorialisation aujourd'hui. Je veux dire par là qu'un territoire, c'est quelque chose qui ne cesse de se transformer, plus ou moins rapidement. Certes, le territoire des nomades du Sahara ne se transforme pas dans les mêmes conditions que le nôtre, mais il se transforme aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, les nomades du Sahara se déplacent en 4x4. Et aujourd'hui, nos territoires, les territoires, la terre, disons, comme le territoire de tous les territoires, vit une immense transformation. Immense. Qui est à l'horizon de ce qu'Hannah Arendt, d'ailleurs, dit de l'intérêt et de la police. Qu'est-ce qu'un territoire? C'est un espace habité, et cette habitation du territoire passe par la réticulation de ce territoire. Réticulation qui ne repose pas simplement sur des réseaux physiques, des routes, des réseaux d'adduction, des réseaux de télévision, des réseaux Internet, mais par des circulations symboliques sur ces réseaux. C'est cela aussi que dit Arendt. Les réseaux, d'une façon générale, dans la territorialisation qu'ils produisent, engendre toujours à la fois de la déterritorialisation. Un réseau, en même temps qu'il ouvre un territoire, détruit une échelle de territorialisation. On pourrait le montrer de mille manières, on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas m'y appesantir. Ce que je voudrais dire en revanche, c'est que les réseaux numériques, à cet égard, sont absolument exemplaires. Vous savez bien mieux que moi, combien les réseaux autoroutiers, TGV, télévisuels et autres ont produit de la déterritorialisation. C'est une image d'Épinal quasiment de montrer les bistrots fermés des petits villages français, de lier cela à l'existence du réseau de télévision. Bien entendu, ce qui est moins inconnu, c'est que le réseau de télévision fonctionne avec le réseau de bitume, qui lui-même fonctionne avec le réseau de distribution de pétrole, et qui lui-même fait circuler des automobiles, et que tout cela est un système. Ce système, c'est celui du XXe siècle. Et ce système du XXe siècle, qui est ce que j'appelle moi le fordo-keynésianisme et ses succédanés post-keynésiens, issus de la révolution conservatrice, et qui constitue ce que j'appelle, d'une désignation très d'ensemble, le consumérisme ou l'hyperconsumérisme, ça s'est écroulé. Ça s'est écroulé en 2008. Et ça continue de s'écrouler. Et en même temps, il n'y a pas grand-chose en face qui s'affirme comme une alternative à cet effondrement. Je pense que pour que, par exemple, une réforme territoriale se fasse, qu'elle se fasse avec ou sans les départements, avec 13 ou 22 régions ou moins, je dirais que c'est secondaire. La question n'est absolument pas celle-là. Ça, ce sont des questions évidemment très importantes, mais la question n'est pas celle-là. La question, c'est que disons-nous aujourd'hui de la territorialisation, de la reconstitution territoriale? Car un aspect fondamental, ce dont parlait Jean-Louis Missica tout à l'heure, d'ailleurs, la livraison à domicile chez les gens par le commerce à distance, etc. La dimension fondamentale de la nouvelle réticulation, c'est une reterritorialisation en même temps qu'une nouvelle déterritorialisation. Typiquement, il y a à la fois des phénomènes qui s'opèrent avec les réseaux numériques de reconquête dans certains territoires de ces réseaux,
parce que ces réseaux sont plastiques et permettent des initiatives extraordinaires, et en même temps d'hyper-déterritorialisation. Si on regarde la politique de développement d'Amazon, par exemple, c'est un processus de destruction territoriale absolument fantastique, dans sa violence, son efficience, sa vitesse et sa massivité, car qui ici n'utilise pas Amazon dans cette salle? Peut-être qu'il y a des gens qui n'utilisent pas Amazon, mais en tout cas moi je l'utilise, et je ne connais personne dans mon entourage qui ne l'utilise pas, parfois sans le savoir, cela dit. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui une politique territoriale est absolument requise, indispensable, et fait totalement défaut. Elle fait totalement défaut dans la mesure où elle nécessiterait un discours sur la transformation des territoires par la nouvelle réticulation, et qui nécessite pas seulement de 13 milliards d'investissements dans les réseaux à très haut débit qui ont été annoncés par Jean-Marc Ayrault il y a 1 an et demi. C'est très bien. C'est très bien, mais à une condition, c'est que ça permette de produire de la reterritorialisation. Or, construire des réseaux à très très haut débit sans politique de reterritorialisation, c'est ouvrir en grand les vannes pour Google, Amazon, Facebook et d'autres, pour qu'ils opèrent, eux, la déterritorialisation, c'est-à-dire la captation de plus-value, le court-circuit fiscal et 36 000 autres choses qui créent une immense misère, et 25% des électeurs de Madame Le Pen il y a quelques jours. Il faut repenser le millefeuille, disions-nous, plutôt que de le détruire dans une réunion préparatoire à cette rencontre. Et derrière cette expression amusante, et ce qui me donne toujours l'eau à la bouche, de millefeuille, nous disions, il y a premièrement un problème de qualité, deuxièmement un problème de passage à l'échelle. La qualité, qu'est-ce que c'est que la qualité? La qualité, c'est historique. C'est quelque chose qui se transforme. La qualité est quelque chose qu'on doit apprendre, et apprendre à apprécier autant qu'à produire. La qualité, d'un point de vue du millefeuille, disons, c'est ce qui concilie des échelles aussi. C'est ce qui est capable de rendre, surtout aujourd'hui où ces échelles, ce que disait Philippe Estève dans notre discussion préparatoire, c'est que nous sommes dans la modernité ou l'hypermodernité contemporaine sur plusieurs échelles à la fois, presque tout le temps. Et ça, c'est un sujet de liberté, c'est une possibilité de liberté, c'est aussi une souffrance que nous éprouvons, surtout lorsque cette multi-scalabilité, si je puis dire, n'est pas politiquement et socialement, sociologiquement, culturellement habitée, assumée et portée. Portée par quoi? Par ce que j'appellerais une invention territoriale. Je pense qu'aujourd'hui, les territoires ont des capacités d'invention territoriale absolument sans précédent. Mais cela suppose de la part des élus, des populations, des acteurs publics, privés, etc., une intelligence territoriale nouvelle. Tout à l'heure, Jean-Louis Missika évoquait les réseaux intelligents, ce qu'on appelle les territoires intelligents. Qu'est-ce que ça veut dire, les territoires intelligents? Si vous écoutez les marchands de territoires intelligents, et il y en a d'innombrables en ce moment, ça veut dire l'automatisation territoriale. Ça veut dire l'implantation dans le territoire de capteurs absolument partout et la gestion totalement automatisée du territoire, court-circuitant non seulement les habitants, mais les élus et les acteurs en tant que tels. Nous allons en ce moment vers une automatisation extrêmement avancée de la vie en général et des territoires en particulier, et notamment de la vie dans les entreprises, qui vont de plus en plus être exposées, ces entreprises, à une hyper-automatisation qui va engendrer un effondrement de l'emploi. Il faut le dire clairement. Et il faut l'assumer. C'est d'ailleurs un défi pour les territoires. Je ne parlerai pas de ce point car ce n'est pas au cœur de notre propos d'aujourd'hui, mais c'est en revanche un élément de contexte absolument fondamental. L'automatisation intégrale des outils de travail est désormais absolument à portée de la main. C'est le discours qu'a tenu il y a 3 mois Bill Gates devant une convention américaine d'entrepreneurs, et malheureusement, c'est tout à fait vrai. Enfin, quand je dis malheureusement, ça pourrait être heureusement, car ce pourrait être une occasion de réinventer totalement l'être au monde et l'intéresser. Voilà. Est-ce que nous avons aujourd'hui le débat public qui serait requis sur ces questions? Je ne le crois pas, et je voulais profiter de votre invitation pour essayer de l'ouvrir ici avec les CAUE. Qu'est-ce que c'est que les réseaux numériques? Car c'est bien de réseaux numériques qu'il s'agit quand on parle de réseaux intelligents. Ces réseaux numériques qui traversent désormais tous les territoires, y compris les plus désertifiés, y compris le Sahara. Je vous dis cela parce qu'à la porte du Sahara, il y a 4 ou 5 ans, j'ai téléchargé
la version anglaise de la critique de raison pure d'Emmanuel Kant, puisque j'avais une balise satellite, j'avais un satellite pas très loin au-dessus de ma tête, à quelques 100 ou 200 kilomètres, et je pouvais télécharger en plein Sahara, via Google, la critique de la raison pure en anglais. Mais en fait, vous le savez bien, tout le monde l'a entendu dire, en Inde, par exemple, dans des États très 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 pauvres de l'Inde, il n'existe aucun réseau, sauf le réseau Internet, notamment au Bangladesh. Qu'est-ce que c'est que ce réseau Internet qui est en train de totalement bouleverser l'humanité? Et la territorialisation autant que la déterritorialisation. C'est un réseau de publication. Intérêt public, si nous voulons nous poser la question de cette formule agrammaticale intérêt public, qu'est-ce que ça nous dit? Intérêt public, ça nous dit publication. Il n'y a pas de public sans publication. Ce qui constitue un espace public, c'est une technologie de publication. Ce dont parle Hannah Arendt à propos de la police ne serait pas possible sans l'écriture, par exemple, dont vous rappeliez, Martin, que Socrate la désigne comme un pharmacone, comme évidemment la condition de possibilité de la police, c'est-à-dire de l'espace public, mais aussi comme la condition d'impossibilité, comme disait Derrida, de la police, c'est-à-dire comme la destruction de cet espace public. Et nous le savons bien que cette technologie de publication extraordinaire qu'est le numérique aujourd'hui, c'est aussi et d'abord une technologie de privatisation. Bien plus que de publication, bien plus que de production d'espace public. Et tant que la chose publique, la res publica, le gouvernement des affaires publiques, la République française et son président actuel ne se poseront pas ces problèmes dans ces termes-là, ils n'arriveront pas à mobiliser un intérêt public pour ces questions. Aujourd'hui, je considère que, et je vais terminer car il ne faut pas être trop long, je considère que l'enjeu pour les territoires, c'est l'invention de ce que j'ai appelé, dans une discussion il y a quelques années avec Jean-Marc Ayrault, le territoire contributif, chose que nous avons essayé de construire avec Jean-Marc Ayrault d'ailleurs à Nantes, et qu'aujourd'hui, je crois, il faut appeler un territoire réflexif. Qu'est-ce que je veux dire en parlant de territoire réflexif? Ce qu'indiquait Jean-Louis Misica tout à l'heure, les réseaux intelligents, on appelle ça aujourd'hui les smart cities. Les smart cities, c'est un storytelling. Il faut y faire très attention à un storytelling porté par du marketing, de grandes entreprises qui veulent ouvrir un nouveau business, qui, comme toujours, est un business intéressant, qui porte quelque chose, car sinon il ne se développerait pas. Donc il a un intérêt évident, mais qui porte aussi de grands dangers. Le discours des smart cities, c'est le discours de la ville la plus automatisée possible. Je considère, pour ma part, je travaille beaucoup en ce moment sur l'automatisation, que l'automatisation n'est pas du tout, contrairement à ce que pensait Platon, par exemple, l'adversaire de l'autonomie ou de la conquête de ce que Platon appelait l'anamnèse, c'est-à-dire la capacité de penser par soi-même. Pour être capable de penser par soi-même, par exemple, comme le dit Socrate, il faut avoir automatisé le fonctionnement de son cerveau en apprenant à lire et à écrire d'une manière purement automatique. C'est ce que montre Marianne Wolf, une neuroscientifique avec laquelle je travaille. Pour être capable, comme Daniel Mesguich, d'interpréter un texte comme il le fait, il faut avoir totalement automatisé un certain fonctionnement de son corps, de sa mémoire, etc. Ou pour piloter une Formule 1 à 380 km/h, il faut faire totalement corps avec les automatismes de son automobile, mais avoir conquis à partir de là la capacité de désautomatiser le système, c'est-à-dire de produire ce que j'appelais tout à l'heure une invention. Je pense qu'aujourd'hui, les territoires doivent mobiliser les automatismes au service de la constitution de territoires réflexifs. Je vais vous donner un seul exemple. Il y a quelques années, j'ai visité une petite commune qui s'appelle Los Angoel, 7000 habitants, à côté de Lens. Et dans cette petite commune, qui est dirigée par Jean-François Caron, qui est donc le maire de cette ville, on a implanté des capteurs de qualité de l'air, de consommation énergétique, enfin toutes sortes de dispositifs qui, là, ne sont pas mis du tout au service d'une automatisation de fonctionnement de la ville, mais au service du débat public. La ville trace et rend public, avec des capteurs et des automates, son propre fonctionnement. Et ce que fait Jean-François Caron, c'est d'essayer de construire une intelligence réflexive avec la population. Une population qui est associée régulièrement
à l'analyse de ces résultats et qui se mobilisent dans l'invention d'une nouvelle territorialité dans une ville, vous le savez sans doute, qui est extrêmement pauvre. C'est le bassin minier, c'est une des régions les plus pauvres de toute la France, et où cependant, notamment chez Jean-François Caron, la délinquance est une des plus basses de toute la région, et où il y a une mobilisation de cette population autour de son maire absolument extraordinaire. Ça, c'est ce qui fait partie de ce que j'appelle de la réflexivité territoriale. Il y a beaucoup d'avenir pour reconstruire de l'intérêt des publics pour leur territoire. Un territoire, évidemment, est toujours, c'est ça qui caractérise un territoire, à l'intérieur d'un autre territoire. Une ville est dans un département, qui est dans une région, qui est dans une nation, qui est en Europe, qui est sur la Terre. Et tout ça, il faut être capable de le projeter dans une double opération de déterritorialisation, car se déterritorialiser, c'est aller loin, c'est sortir de chez soi, tant mieux, et de reterritorialisation, c'est-à-dire c'est revenir chez soi, comme Ulysse, et c'est créer un cursus, une circulation qui fait que le territoire invente. Il y a beaucoup de possibilités pour cela aujourd'hui, mais il nous faut une volonté politique et une intelligence territoriale absolument nouvelle qui fait encore largement défaut. Merci de votre attention et je passe la parole à mon ami Philippe Estève. Je suis totalement en phase avec ce que tu viens de dire, donc je vais essayer de le raconter peut-être avec d'autres mots qui sont les mots du géographe et peut-être aussi du politiste. Je voudrais commencer par faire l'éloge d'une institution qui est censée devoir disparaître, qui est l'éloge du département. Vous avez les uns et les autres, alors c'est par pure démagogie évidemment hein, que je fais ça, puisque vous avez les uns et les autres, si j'ose dire, mailles à partir avec l'institution départementale. Pourquoi voudrais-je faire l'éloge de l'institution départementale ? Non pas en tant que telle, non pas dans son périmètre, mais je dirais dans sa conception et dans son logiciel. Je trouve que et c'est d'ailleurs une des raisons qui explique au fond la résistance de l'institution départementale en France, c'est l'extraordinaire intelligence qui a présidé à sa conception initiale. Vous savez qu'en France, si vous voulez avoir l'ère moderne, vous faites une réforme territoriale et vous dites que vous allez supprimer le département. Et on fait ça tous les 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Et jusqu'à présent, alors peut-être que là ça va changer, mais jusqu'à présent, finalement, le département s'est toujours trouvé renforcé. Des réformes successives, alors même que ces réformes s'étaient données pour objectif de l'abattre. Et on peut s'interroger sur les raisons de cette permanence. Vous avez dans le livre de Pierre Nora qui s'intitule « Les lieux de mémoire », un article extrêmement intéressant de Marcel Roncaiolo sur le département qui retrace notamment les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée lors de la loi départementale de 1889, si je ne me trompe pas. Qui est la loi d'ailleurs qui a été fondatrice en matière d'intercommunalité, accessoirement. Et il y a aussi un rapport assez intéressant qu'il faudrait retravailler sur la relation entre département et intercommunalité. Quelque chose qui est dans l'ordre de l'inter, justement. Ce que montre Roncaiolo, c'est que déjà en 1889, vous avez toute une série de modernes qui nous expliquent que le département est ringard. Le département est ringard parce que il est trop rural et pas assez urbain, il n'est pas à la bonne échelle, il se fait déborder de tous les côtés, etc. Bon. Et donc en réalité, on est dans des critiques récurrentes sur l'improbable, l'impossible modernité du département. Et pourtant, il résiste. Et je voudrais revenir là-dessus parce qu'il me semble que essayer de comprendre les raisons de sa résistance nous aide aussi à comprendre et à illustrer peut-être le propos de Bernard, au fond, sur cette question de l'intelligence territoriale, c'est-à-dire, pour moi, l'intelligence territoriale, c'est le territoire qui rend intelligent aussi. Qu'est-ce que c'est que le département dans sa conception ? Je dirais c'est trois choses. C'est, premièrement, la constitution d'un périmètre qui ne se revendique pas d'une logique identitaire. On est bien dans un principe révolutionnaire de rabotage des identités historiques, provinciales, etc., mais au fond d'un constat quand même qui est que déjà à l'époque, les bassins débordent. Les bassins de vie débordent, les terroirs débordent. Les terroirs débordent parce que les gens circulent. Même si les réseaux de l'époque sont moins performants que les réseaux d'aujourd'hui, néanmoins, cette question-là est absolument centrale. Quand on regarde le travail qu'a fait Vic Ozouf-Marinier sur la formation des départements, la discussion sur les périmètres départementaux, c'est de la discussion de géographie sociale et de géographie économique. C'est quels sont les processus qui relient les territoires entre eux, comment circulent les gens,
Qu'est-ce qui fait chef-lieu? Quelles sont les fonctions qu'il y a dans un chef-lieu? Comment s'articulent les différentes fonctions à l'intérieur d'un espace? Et comment les individus, dans leur circulation, donnent du sens à cet espace-là? Et donc on sort d'un principe identitaire, on sort d'un principe d'appartenance à un territoire, et on commence à concevoir un espace en réseau. Le deuxième élément qui est extrêmement intéressant, c'est que le département n'est pas conçu selon un principe de proximité, comme on le dit trop souvent aujourd'hui. Et il me semble qu'il faudrait revenir sur ce terme de proximité qui pose plein de problèmes. Le département est construit selon un principe d'accessibilité. Alors, en temps de transport, en temps de trajet, cette idée que la construction d'un espace commun, c'est aussi la possibilité de se déplacer pour accéder à des services communs, à des services collectifs. Et il me semble que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important par rapport à des revendications qu'on peut entendre aujourd'hui, consistant à doter toutes les échelles de tout dans une logique un peu folle d'égalité des territoires, enfin en tout cas dans une acception un peu, comment dirais-je, exacerbée de l'identité des territoires. Et puis la troisième chose que produit le département, et qui fait que ça continue de fonctionner, c'est une articulation politique entre un espace local et un espace interlocal. De ce point de vue-là, même si on peut... Enfin, évidemment, elle a évolué énormément, et elle n'est plus ce qu'elle était, mais la figure du conseiller général est quand même une figure intéressante dans la mesure où on lui demande d'être une tâche impossible, au fond, mais qui est très intéressante. C'est une tâche schizophrénique. C'est je suis dans mon canton, et en même temps, je représente l'intérêt départemental. Donc c'est une forme de réduction à l'échelon local de ce que c'est que le principe de souveraineté nationale et de la nation. C'est une espèce d'apprentissage politique qui est extrêmement intéressant du rapport entre des intérêts d'échelle qui sont pas nécessairement congruents. Donc voilà, pour ces trois raisons-là, il me semble, le passage de l'identité au réseau, le passage de la proximité à l'accessibilité et la capacité à articuler les échelles, ou en tout cas poser le problème de l'articulation politique des intérêts d'échelle, il me semble que le département est extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Et on voit bien, quand on regarde la difficulté qu'ont les régions, alors c'est vrai que si on était dans un colloque de l'ARF, je dirais évidemment exactement le contraire, mais enfin, la difficulté qu'ont les régions à se positionner dans l'architecture politico-administrative territoriale française, elle n'est pas simplement liée au fait que les départements étaient là avant et qu'ils occupent fermement la place, elle est liée aussi au fait que, le logiciel régional n'est pas clair. Le logiciel régional n'est pas clair, justement, dans cette logique de systèmes territoriaux, dans cette logique d'accessibilité, dans cette logique d'articulation des échelles. Alors, pourquoi est-ce que c'est moderne? Et puis je m'arrête là, parce que il me semble que ça renvoie à toute votre problématique d'intérêt public, et avec la dissonance grammaticale que signalait Bernard. Au fond, il me semble qu'un des enjeux, c'est comment nous arrivons aujourd'hui à revisiter le logiciel départemental. C'est-à-dire, pas forcément maintenir le département en l'état dans ses périmètres, mais je dirais maintenir la conception même qui a prévalu à la création des départements. Pourquoi? Parce que finalement, nos modes de vie, nous mettent dans cette logique-là en permanence. Alors, enjeu politique d'échelle, j'y reviens pas, mais nous traversons différents espaces à l'occasion de notre vie quotidienne, et nous sommes en permanence en conflit avec nous-mêmes selon les espaces et les rôles sociaux que nous occupons. C'est-à-dire que mon intérêt d'habitant dans mon espace résidentiel n'est pas le même que mon intérêt de producteur dans mon espace de production, qui n'est pas non plus le même que mon intérêt de consommateur dans mon espace de consommation, ou mon intérêt de contemplateur dans un espace naturel préservé, etc. Et donc les conflits territoriaux et les conflits d'échelle nous traversent complètement, et donc nous avons besoin d'institutions
publics qui nous aident à travailler ces conflits d'échelle, pas forcément les résoudre, mais en tout cas à les mettre en public, à les rendre publics. Aujourd'hui, nous avons des institutions finalement qui nous ramènent en permanence à une échelle, et le plus souvent d'ailleurs l'échelle, je dirais, presque la plus pauvre, c'est l'échelle de l'habitant. Et cette échelle de l'habitant, elle est souvent, on pourra y revenir dans la discussion, plus morbide que productive. La deuxième chose, oui, bon, la démocratie participative, de ce point de vue-là, me semble assez catastrophique, en tout cas dans ses composantes contemporaines. La deuxième chose, c'est que notre mobilité fait que ce qui est de plus en plus public, l'intérêt, c'est pas simplement ce qui se passe dans un territoire, dans une commune ou dans une intercommunalité, c'est bien ce qui se passe entre les territoires. Et donc là encore, nous avons besoin de dispositifs institutionnels qui permettent ce qu'on pourrait appeler, ce que Martin Vanier appelle de l'interterritorialité. C'est-à-dire des modes de gouvernement qui ne soient pas simplement sur une reproduction permanente du mimétisme étatique. Nous fabriquons des petites patries, des petits territoires dans lesquels nous délimitons notre espace et au fond nous assimilons l'habitant, le citoyen et le résident. Nous avons besoin de passer à une géographie de l'interterritorialité. Et qu'est-ce que c'est que la géographie de l'interterritorialité ? C'est une géographie dans laquelle la présence effective, est aussi importante que la résidence. Et c'est ça qu'il faut que nous apprenions à gérer. Voilà. Bon, je m'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup Philippe. Bernard Stiegler, je voudrais vous demander, tout en réagissant à cette mise en perspective historique, vous aviez esquissé l'idée le début d'un concept qui était ce concept de territoire réflexif et participatif, justement, dont vient de parler Philippe Estel. Est-ce que vous pouvez préciser un peu, c'est quoi ? Vous avez dit aussi que la révolution actuelle recelait des capacités d'invention inouïes. Est-ce que vous pourriez peut-être dessiner quelques pistes sur, en particulier, cette dimension de comment est-ce que le réflexif et le participatif, aujourd'hui, sont à la croisée de la recomposition d'un nouvel espace voilà. D'accord. Préciser ce concept. Alors, en fait, j'évite le mot participatif parce qu'il est un peu surcodé et donc je parle, et pas seulement pour cette raison d'ailleurs, pour une raison plus positive, je parle de territoire contributif. Parce que nous parlons à Ars Industrialis notamment aussi d'économie contributive. Et pour nous, on ne peut pas séparer les questions d'administration, de politique et d'économie. Et c'est quoi le contributif ? L'économie contributive, c'est une économie qui ne repose plus sur l'opposition fonctionnelle entre production et consommation, qui est la base du taylorisme, du fordisme, du keynésianisme, etc. Tout ce qui a été à l'origine de ce que j'appelais tout à l'heure le consumérisme, c'est le fait qu'un consommateur ne doit avoir aucun rapport nécessaire à ce qu'il consomme, autre que le fait de le consommer, c'est-à-dire de le détruire, puisque c'est ça que veut dire consumare, ça veut dire détruire. Le consommateur, c'est un destructeur, en fait. Et d'ailleurs, ça s'inscrit dans l'économie de la destruction créatrice de Schumpeter. Bon, ça, je ne vais pas en parler parce que ça nous éloignerait. Mais pour répondre à votre question, je pense qu'aujourd'hui, il y a une synthèse territoriale contributive à réinventer. Et dans une démarche qui n'est pas nécessairement celle de l'attractivité territoriale et du marketing territorial, de la concurrence entre les territoires, qui a été l'alpha et l'oméga de la politique néolibérale des territoires après la révolution conservatrice et qui, à mon avis, est une catastrophe. En revanche, un dynamisme territorial avec des singularités territoriales est rendu possible par les technologies contributives, car le réseau, c'est un système contributif. L'économie contributive n'étant d'ailleurs pas pour moi du tout nécessairement une bonne chose. L'économie contributive, c'est ni bon ni mauvais, c'est le nouveau stade de l'économie. Tout le business qui aujourd'hui se développe chez Google et tous ces gens-là, c'est basé sur une économie contributive. C'est-à-dire que ça n'est plus du tout basé sur des producteurs d'un côté, des consommateurs de l'autre. Ça marche plus du tout comme ça. Ce que je soutiens moi, c'est que l'Europe, le territoire européen, en Europe, la France, et en France, les régions et les départements et les villes ne s'en sortiront pas sans avoir une volonté contributive, un modèle contributif alternatif au modèle qui est en train de se développer en Californie. J'appelle ça le modèle californien. Et pour moi, un territoire contributif, on a beaucoup parlé de ça avec Jean-Marc Ayrault il y a donc 4 ou 5 ans. Jean-Marc Ayrault m'avait invité à discuter de
ce qu'on appelle les territoires créatifs, l'économie créative. Moi, j'avais dit économie créative, pour moi, c'est du vent. C'est du discours, du marketing, en fait, qui essaye d'utiliser les artistes, les inventeurs, les chercheurs, etc., pour renforcer un consumérisme qui est en déshérence. Et je pense que le vrai sujet, c'est pas le territoire créatif, avec 3% de créatifs et 90% de crétins, 97% de crétins, parce que c'est quand même à peu près ça que dit John Hawkins, qui est le penseur de cette économie, c'est un bouquin de 2001. Je pense que l'avenir, c'est le territoire contributif, c'est un territoire qui prête de la solidarité, mais c'est pas la solidarité des pauvres avec lesquels il faut être solidaire, etc. Non, c'est une solidarité organique et fonctionnelle. Le territoire crée de la solidarité par son fonctionnement même. Voilà. Et ça, c'est ce que j'appelle un territoire contributif. Dans un tel territoire, par exemple, on crée une intelligence territoriale qui va faire que, je vous donne un exemple, à Nantes, c'était un peu ça qu'on visait, hein. Un siège social va décider de s'installer à Nantes parce que la population est intelligente. Quand je dis intelligente, ne comprenez-moi bien, ça ne veut pas dire du tout que le QI des habitants est plus élevé qu'à côté. Non, ça veut dire que l'inter-essai, justement, interligere, l'être ensemble, est plus fortement développé. Et ça attire énormément aujourd'hui les entreprises, par exemple, parce que les entreprises qu'elles cherchent, ce sont des milieux de proximité qui leur apportent une intelligence conceptuelle. Voilà. C'est vraiment ça qui se développe aujourd'hui avec l'économie contributive. Alors, je crois, moi, qu'il est tout à fait possible aujourd'hui de développer des logiques territoriales, de reterritorialisation contributive très fortes. C'est d'ailleurs ce qui se passe à Nantes en ce moment, hein, avec des portées par la ville, la métropole, le département et la région, à différents niveaux. Il y a un vrai travail qui s'opère. Et aujourd'hui, j'appelle ça non seulement donc le territoire contributif, ça c'est l'expression que j'employais il y a 5 ans, mais le territoire réflexif, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut que les territoires se théorisent. Et que la théorisation, vous le savez, hein, moi j'ai créé une école, pharmacon.fr, je suis assez fier de dire qu'il y a une 40aine de doctorants qui la suivent, qu'il y a un millier d'étudiants qui sont fidèlement, qui participent à ces cours. Mais cette école, je l'ai créée dans le Cher, dans un territoire rural. Et dans ce territoire rural, il y a 80 personnes qui suivent ces cours. Voilà. Et je crois beaucoup, les gens ont une fringale d'intelligence absolument inouïe. On nous dit, non, les gens veulent des choses bêtes, simples et pulsionnelles, c'est archi faux. Les gens sont comme vous et moi, comme M. Strauss-Kahn, avec un côté pulsionnel et un côté qui veut s'élever. Et donc, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, c'est une réalité qui nous affecte tous. Et c'est aussi ce que dit Jésus-Christ ou je ne sais pas quoi. Nous sommes tous clivés, comme disent les psychanalystes. Et les territoires ont envie de s'élever. Ils ont envie de s'élever, mais si on ne leur apporte pas de quoi s'élever, ils sombrent, évidemment. Parce que nous sommes tirés à la fois par le rythme de s'élever et la tentation de tomber. Et donc, il y a aujourd'hui à construire des visions d'idéalisation. Je dis d'idéalisation au sens où Socrate explique qu'il faut idéaliser en géométrie, par exemple, pour penser. Idéaliser, ça veut simplement dire se projeter sur des réalités qui n'existent pas, mais qui consiste. Le point géométrique, par exemple, n'existe pas, mais il consiste. Et ça n'est qu'avec le point géométrique qu'on peut architecturer à la façon des Grecs, par exemple, qui, eux, utilisent des géomètres pour construire des bâtiments. Et la grande architecture grecque, elle passe par la géométrie, c'est évident. Alors, en tout cas, l'architecture grecque, d'après le VIe siècle. Hein. Ce que je veux donc dire, c'est que les territoires, aujourd'hui, doivent être extrêmement ambitieux. Ça suppose, évidemment, une requalification, d'abord des compétences territoriales, mais je dirais pas des compétences seulement du département, de la ville ou je sais pas quoi, mais des compétences de tout un chacun, des habitants. Il faut se requalifier à toute vitesse. Et en particulier, d'ailleurs, des élus. Parce que les élus, aujourd'hui, tous les sujets dont je vous parle là, dont je suis un observateur constant parce que c'est mon métier, la classe politique française, il comprend à peu près rien du tout. À peu près rien du tout. Et c'est une catastrophe. Et donc il est urgentissime, la classe politique, mais moi-même aussi d'ailleurs, parce que nous sommes tous en retard. C'est un processus qui se transforme à toute vitesse, mais ça veut dire qu'il faut prendre des mesures nouvelles, il faut s'organiser autrement pour faire de l'observation, pour voir l'évolution des choses, et ne pas voir ça comme une catastrophe qui va un tsunami qui va nous balayer. C'est ce qui va arriver, cela dit, si on ne fait pas ce que je vous propose, à mon avis, mais le voir comme une nouvelle transformation, une nouvelle capacité de développement territorial, parce que, je termine là-dessus, ces territoires sont très territorialisables. À la différence des grands réseaux comme TF1
Canal+, ou je ne sais pas quoi, qui sont nécessairement à l'échelle nationale pour des raisons de ticket d'entrée, hein, pour se faire diffuser sur un réémetteur de TDF, il faut payer 1 million d'euros par mois. Hein. Donc, faut avoir un business. Les réseaux sociaux et toutes ces choses-là, n'importe qui peut le faire. Moi, j'en ai fait un. Ars Industrialis, c'est un réseau social. Ça m'a coûté pas un centime. Il y a 40 000 personnes qui fréquentent Ars Industrialis. Et il y a des capacités d'initiative absolument inouïes. Mais il faut remettre complètement en question les cadres à travers lesquels on pensait jusqu'alors. Justement, dans cet espace nouveau, réflexif, contributif que vient d'aborder Bernard Stiegler, la question de l'ouverture de cet espace qui semble, ces nouveaux espaces semblent totalement ouverts. Comment est-ce qu'on fait pour ménager, laisser ces espaces ouverts et en même temps reterritorialiser, c'est-à-dire créer pour une part de la fermeture des limites. Donc, est-ce que vous pouvez, il nous reste 5 minutes, donc peut-être une intervention et peut-être ultimement une conclusion par Bernard Stiegler. Merci. Oui, je ne sais pas si Bernard serait d'accord avec moi, mais il me semble qu'un des éléments de la condition de l'homme, de la femme contemporain, c'est quand même la mobilité. Et c'est bien parce que il y a mobilité que cette question de la territorialisation et de la et déterritorialisation se pose beaucoup. Et c'est pas simplement la mobilité à travers les réseaux, c'est le fait que nous sommes d'une certaine manière tous de passage dans un territoire. Alors c'est vrai que les mobilités longue distance sont minoritaires, mais enfin vous êtes payé pour le savoir. Je crois que c'est 10% de déménagement chaque année, c'est 50% des retraités qui changent de domicile au moment du passage à la retraite. C'est un Français sur 2 qui part pas en vacances, mais c'est quand même un Français sur 2 qui part en vacances. Multiplication de trajets, domicile-travail, loisirs, cycle de vie, études, etc. Donc nous sommes fondamentalement de passage dans les territoires. Et je crois que ça c'est quelque chose aussi qui est très important dans l'évolution de l'intelligence du territoire et dans les nouvelles territorialités. C'est cette capacité que l'institution politique a à accepter le fait qu'elle n'est pas propriétaire de sa population du berceau à la tombe. Que d'une certaine manière, elle a une fonction, pardonnez-moi, d'auberge, d'hôtel, avec cette qualité hôtelière qui fait qu'on va passer, me semble-t-il, d'une vision d'un territoire qui est un territoire fondamentalement construit autour de la notion d'enracinement à un territoire qui est de plus en plus construit autour de la notion d'accueil. Alors, simplement, c'est très compliqué cette notion d'accueil parce que nous avons des politiques publiques qui sont calibrées sur l'enracinement, sur l'adresse. Je pense à la politique de l'habitat, par exemple. C'est extrêmement compliqué de concevoir une politique de l'habitat qui permette de l'accueil, qui permette du flux, qui permette de la rotation, d'autant plus qu'on voit bien qu'il y a des effets de débordement extrêmement compliqués. L'accueil, ça peut être aussi l'accueil touristique, et quand vous voyez ce qui se passe à Paris avec la conversion d'un grand nombre de logements ordinaires en résidence de tourisme qui vient en quelque sorte bloquer le marché de l'habitat, c'est extrêmement compliqué, évidemment, de concevoir des territoires de l'accueil. Mais il me semble que c'est un des éléments extrêmement importants de cette intelligence des territoires et de cette intelligence collective que de se penser dans cette logique-là. Et il me semble que accueil, hospitalité et cosmopolitisme, ça va de pair, parce qu'au fond, cosmopolitisme, ça ne veut pas simplement dire que il y a des Arabes, il y a des Noirs, il y a des jaunes, des Blancs, etc., etc. En réalité, cosmopolitisme, ça veut dire brassage permanent. Et de ce point de vue-là, tout territoire, d'une certaine façon, est cosmopolite, même un territoire rural. J'aurais tendance à dire, de ce point de vue-là, que le local est plus globalisé que les nations. Hein. Les échanges permanents entre les territoires sont beaucoup plus importants que les échanges entre les nations. Donc il me semble voilà, que là-dessus, il y a une vraie réflexion sur qu'est-ce que c'est que fabriquer une politique territoriale dans cette logique où on est de moins en moins en situation d'administrer des stocks de population dans la durée et de plus en plus de traiter et de faciliter des fluidités ou des flux de population, avec évidemment la possibilité de choisir. Hein. Je terminerai par là en disant qu'une des libertés des individus sur un territoire, c'est à la fois l'envie de rester et les moyens de partir. Cette question de la mobilité m'intéresse beaucoup. Je fais d'ailleurs partie du forum des mobilités de la SNCF, qui la SNCF, grand opérateur de transport, a créé il y a quelques années donc un forum, qui d'ailleurs je ferai un grand congrès l'année prochaine sur cette transformation des mobilités.
Et c'est un grand sujet pour la SNCF, de conflit permanent d'ailleurs avec les élus, hein, de savoir comment mener sa politique de réseau, d'aménagement de gare, etc. Parce que pour un territoire, ça peut être absolument mortel, une mauvaise décision d'un opérateur de transport comme cela. Si je suis moi-même dans ce cénacle, c'est parce que je m'intéresse beaucoup à l'articulation des mobilités de la SNCF avec les mobilités, par exemple, du numérique. Voilà. Étant moi-même un voyageur beaucoup trop voyageant, si je puis dire, c'est devenu le train est devenu mon bureau, hein. Et je réfléchis avec la SNCF sur comment penser de nouvelles mobilités pour les gens qui travaillent à la SNCF, et justement en relation avec les territoires. Parce que la SNCF traverse des territoires, mais elle pourrait les valoriser, ces territoires, avec des politiques, articulées étroitement avec ces territoires intelligentes. Il y aurait beaucoup de choses à faire. Quoi qu'il en soit, pour réagir sur ce que vient de dire Philippe Estève, je pense que ce qui est très très important, c'est qu'un territoire puisse recevoir, mais aussi s'exporter. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des entrées et des sorties dans un territoire. S'il n'y a que des choses qui arrivent, je sais pas, des grandes surfaces, des livraisons de Amazon, des immigrés qui viennent s'installer là, ou des réfugiés de la Syrie, etc. S'il n'y a que des choses qui arrivent et qu'il n'y a rien qui s'en va, d'abord, il n'y a pas de valeur qui se produit en réalité. Hein. Bon. Et donc, il y a un étouffement. Et ça produit une cocotte minute territoriale. Hein. C'est un petit peu ce qui nous arrive en ce moment. Et ça, c'est très important de créer des flux entrants et des flux sortants, et c'est de faire du territoire un émetteur et pas simplement un récepteur. C'est-à-dire, pour être capable de bien accueillir ce qui vient de l'extérieur, il faut être capable d'émettre beaucoup à l'extérieur. Là, je pense que Pierre Vels a écrit des choses vraiment importantes sur ce sujet-là. Un petit texte que vous connaissez certainement, évidemment, je pense tout le monde ici, un tout petit livre qui s'appelle « Des territoires pour apprendre et innover », alors qui est un point de vue beaucoup plus sur une approche, je dirais, économique, du dynamisme économique des territoires, mais qu'on peut aujourd'hui revisiter dans une autre perspective. Je pense que précisément, je m'arrête là-dessus, ce que j'appelle justement l'économie contributive, les réseaux contributifs, les territoires contributifs, ce sont des économies des réseaux qui permettent précisément ce double sens, qui pendant très très longtemps n'était pas du tout la logique très centraliste, pas simplement au sens jacobin, mais au sens taylorien, c'est-à-dire d'une certaine organisation, en fait, d'un modèle qui était très top-down, avec des centres urbains qui pensaient, des périphéries qui réalisaient, et puis ensuite des infrastructures qui assuraient de la logistique, etc. Ça marche plus comme ça aujourd'hui. Et ça, c'est véritablement une chance pour créer de nouveaux types de mobilité, une nouvelle émotion territoriale, si je puis dire. Merci beaucoup de ce premier échange. Rassurez-vous, vous aurez la possibilité d'intervenir ultérieurement, mais le temps nous était compté ce matin. Merci beaucoup de ce premier échange. Et donc, je vous invite à applaudir nos intervenants. Et je cède la parole à Cyril Poy pour la suite.